Bonjour, j'espère que vous allez bien. Accès Travail Portneuf et la CEF de Québec ont collaboré ensemble pour créer cette courte capsule d'environ 60 minutes qui traite des finances personnelles. Si vous écoutez cette introduction, il y a de bonnes chances que vous soyez avec nous depuis peu, puisqu'elle est faite spécialement pour vous. Donc, je m'appelle Julie Dumas et j'ai le précieux mandat de vous parler des finances personnelles au Canada et plus spécifiquement au Québec. À partir d'ici, on va être en partage d'écran, mais on ne se perd pas, je vais être en haut. Donc, parfait. Comme je vous disais, je m'appelle Julie Dumas. Je suis consultante budgétaire à la CEF de Québec et je vous parle de finances personnelles en collaboration avec Accès Travail Portneuf. Je vais commencer par vous présenter un petit peu la CEF de Québec. Donc, la CEF de Québec, son nom au complet, c'est l'Association coopérative d'économie familiale de Québec. C'est un organisme qui est à la défense des consommateurs depuis plus de 50 ans. Elle couvre l'ensemble du territoire de la ville de Québec et du secteur de Portneuf. Puis là, je parle de la CEF de Québec, mais il y a aussi plusieurs autres ACEF qui couvrent d'autres régions. Donc, c'est des organismes qui couvrent des régions spécifiques pour des besoins spécifiques avec des ressources spécifiques aussi. Donc, la CEF de Québec a plusieurs services à offrir, dont des ateliers de groupe, des interventions téléphoniques, ainsi que des consultations budgétaires. On peut voir ici que la CEF de Québec, je pense, est très bien outillée pour vous parler de finances personnelles. Ici, de l'Autorité des marchés financiers, une citation que je trouvais quand même assez porteuse de sens. Une bonne compréhension du système financier québécois et une saine gestion de ses finances personnelles pourront aider à bien commencer une nouvelle vie, en fin de compte. Donc, qui n'a pas envie d'avoir une vie confortable sans trop de stress financier? On commence ici la partie modèle type de portrait financier. Donc, c'est le budget et ses particularités bien de chez nous. C'est le vif du sujet. On va parler donc de ce modèle type et de plusieurs autres sujets l'entourant. OK, donc la planification financière, qu'est-ce que ça peut bien être? Donc, la planification financière, le budget en fin de compte ou le portrait financier, on pourra démêler ça un peu plus tard. C'est pas juste des colonnes de chiffres très mathématiques. En fin de compte, le budget, c'est une réflexion. C'est une réflexion sur nos valeurs et notre consommation. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qu'on fait avec nos sous? Qu'est-ce qui est important pour nous pour optimiser notre revenu? Ça va beaucoup être basé sur ça, en fin de compte, sur optimiser le revenu. Donc, comme faire un budget, ça peut être parfois un peu harassant, un peu désagréable. Il faut au moins qu'il y ait certains avantages à ça. Donc, la planification budgétaire, ça sert à procurer un sentiment de sécurité versus un sentiment d'anxiété, surtout dans un contexte qu'on peut arriver dans un nouveau système financier. Donc, le fait d'établir un budget ou de faire un portrait financier, ça peut nous permettre d'enlever ce qui virevole dans notre tête, puis de le mettre sur papier ou sur fichier informatique. Aussi, la planification financière, ce que ça peut faire, c'est ça nous permet d'identifier des sources de problèmes et des prévenir, comme l'endettement. Et aussi, heureusement, ça a
des points positifs, là, en plus de procurer un sentiment de sécurité, c'est de valider si nos projets sont réalistes. OK. Donc, ici, on commence un peu avec la grille budgétaire. La grille budgétaire, c'est un outil qui est simple et qui est efficace pour établir un portrait financier. Donc là, malheureusement, j'ai pas la chance de vous avoir en groupe avec moi ou encore mieux, peut-être en individuel pour qu'on regarde vraiment les finances de façon spécifique à une personne. Mais si je pouvais vous rencontrer aujourd'hui, ben, je pourrais voir avec vous un peu comme une photo de vos finances pour commencer. Donc, c'est ce qu'on appelle le portrait financier. Puis par après, ben, une fois qu'on a pris la photo, une photo, ça ment pas, hein, c'est clic-clic, c'est pas avant, c'est pas après, c'est maintenant. Donc, par après, on peut réorganiser certains postes budgétaires pour les rendre un peu plus à notre goût, dépendamment de nos objectifs, de nos choix et de nos obligations, évidemment. Donc, la fameuse grille budgétaire que l'on utilise à la CEF de Québec, elle a 4 composantes. Elle a les dettes, si vous en avez. Elle a les revenus, les dépenses fixes et les dépenses variables. On va les voir une après une, plus en détail. Donc, les fameuses dettes, moi j'ai l'habitude de commencer avec la section des dettes, vu que c'est la section qui est, comment dirait-on, qui cause un peu plus d'anxiété, plus de stress. Donc, une fois qu'on a listé ça sur papier, sur fichier informatique, on peut les mettre de côté, passer aux autres sections, puis revenir par après. Là, c'est sûr qu'on ne les oublie pas. Les dettes, on peut en devoir à plusieurs personnes, dont à des créanciers, une personne à qui l'on doit de l'argent, comme une banque si vous avez une hypothèque pour une maison ou toute autre institution financière. Il y a les cartes de crédit et toute autre forme de prêt. Ici, je veux vraiment insister quand on parle des formes de crédit. Moi, je suis pas l'experte en ça, mais je vous conseille fortement d'aller voir un conseiller financier qui, lui ou elle, pourront vous exposer là, la gamme des produits de crédit avec les avantages et avec les points les plus faibles. Donc, super important qu'on parle de crédit. Puis, aussi, je voulais parler les dettes. Bon, c'est sûr que ça peut sonner à nos oreilles comme étant quelque chose de négatif, de péjoratif. Mais une dette, évidemment, ça peut être une façon d'investir pour avancer dans la vie. Qu'on parle du prêt hypothécaire de tout à l'heure, d'un prêt pour une voiture, d'un prêt étudiant. Donc, ça, c'est des prêts constructifs versus là, des prêts peut-être un peu plus néfastes. Des prêts qui nous permettent plus d'acheter des biens de consommation qui ont beaucoup plus d'intérêt. Donc, ici, on parle des cartes de crédit puis les formes de prêts. Une carte de crédit, ça peut avoir beaucoup plus d'intérêt que, exemple, un prêt hypothécaire. Donc, en fin de compte, un prêt qui peut être un peu plus dangereux à se méfier, c'est peut-être les prêts justement qui ont beaucoup d'intérêt. On peut devoir aussi de l'argent à des amis, donc les dettes d'honneur, pas nécessairement avec de l'intérêt, mais on sait bien que c'est dommageable de perdre des êtres proches à cause de dettes financières. Après, il y a aussi tout ce qui touche des retards dans des versements, que ce soit dans les télécommunications, que ce soit pour le loyer, que pour l'électricité. Donc, tout ce qu'on paie en retard, qu'on a besoin, en fin de compte, pour continuer à bien vivre. Donc, ça peut être aussi vu comme une dette. Juste revenir ici dans le bas comme ça, souvent plus vers la droite, je vous ai mis des références. Donc, si vous avez besoin de revenir sur ces thèmes-là, ben, ça peut être des endroits intéressants à aller voir ou toute bonne recherche sur le web ou c'est sûr que la CEF de Québec aussi, c'est un plaisir pour vous renseigner. Parfait. Donc, on a plus terminé ce qui concerne les dettes. On en est rendu aux revenus. Je vous dirais pas
beaucoup de détails par rapport aux revenus parce que c'est quand même très spécifique à chacun. Ce que je veux vous informer, par exemple, c'est que si vous faites votre portrait financier ou votre budget, en fin de compte, c'est toujours tenir compte qu'on prend les revenus qui sont nets. Donc, c'est notre revenu brut, on peut dire notre revenu brut avec toutes les déductions enlevées à la source. Donc, c'est vraiment ce qui nous reste dans nos poches. Puis, des sources de revenus, il y en a plusieurs. Il y a évidemment nos revenus de salariés, il y a des crédits d'impôt, il y a des revenus, sécurité du revenu, aide sociale, il y a des prestations diverses, prêts et bourses, travailleurs autonomes, allocations familiales, pensions alimentaires. Ce que j'aimerais vraiment vous dire par rapport à cette diapo-là, c'est que c'est très, très, très important de très bien gérer nos revenus, surtout si c'est des revenus qui viennent du gouvernement. Parce que ça sera toujours à nous, en tant que citoyens, qui a la responsabilité de gérer que les chiffres arrivent comme il faut, là. Donc, si vous voulez pas être organisé, ben mieux vaut s'organiser. Puis je pense que c'est prendre le contrôle de ses finances aussi, de justement de dire, bon, OK, moi j'ai des enfants, j'ai le droit à des allocations familiales. Est-ce que tout est rentré comme il faut à chaque mois, chaque 3 mois? Donc, ça sera toujours un peu votre responsabilité là, de surveiller si tout est correct. Parce que oui, malheureusement, il peut y avoir des petites erreurs, mais ça revient quand même aux citoyens de gérer tout ça. Et c'est correct aussi. Parfait. Donc, ici, un petit important, juste pour vous dire, prochainement, on va parler des dépenses qui sont fixes, mais aussi les dépenses qui sont variables. On va les définir. Il y a beaucoup d'informations en vrac en ce qui concerne ces termes-là, ces dépenses-là. Ce qui est important, en fin de compte, c'est que moi, j'ai vraiment voulu lancer des pistes de réflexion. Puis, pour être capable, peut-être par la suite, de semer des petites lumières en vous s'il y a des sujets qui vous concernent plus spécifiquement. Donc, malheureusement, je ne peux pas tout expliquer. Puis, de toute façon, c'est différent d'une personne à l'autre, mais c'est vraiment là je veux vous dire que ça existe, en fin de compte, ces différents sujets-là. OK, donc on commence avec les dépenses qui sont fixes. Les dépenses qui sont fixes, c'est des dépenses, en fin de compte, idéalement, qui sont intouchables. Donc, c'est ce qu'on paye à chaque mois ou à chaque période d'année. Euh, je vais je vais vous les nommer, puis il y a certains points que je vais rajouter des détails. Donc, loyer ou hypothèque si vous êtes propriétaire. Ici, on a certains programmes pour aider à peut-être optimiser les revenus des gens qui ont peut-être un plus petit revenu. Donc, vous pouvez être admissible selon différents critères à des logements qui ont un loyer modique. Donc, il faut voir avec l'OMHQ, Office municipal Habitation au Québec. C'est eux qui gèrent ça. Puis, un autre petit point par rapport à l'hypothèque, c'est que si vous achetez une maison ou une propriété, puis que vous voulez contracter un prêt hypothécaire, faire attention parce que le calcul de votre capacité d'achat est calculé et basé sur votre revenu qui est brut. Puis tantôt, ce que je disais juste ici, en fin de compte, notre budget il est fait sur les revenus qui sont nets. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir un certain décalage. Puis, on n'est pas obligé non plus là, d'emprunter le maximum qu'on nous prête. Donc, bien calculer ça. Après ça, je voulais parler des taxes municipales et scolaires si on est propriétaire, en fin de compte, d'une maison ou un condo. Ici, même si on n'a pas d'enfants, on paye la taxe scolaire. Donc, c'est un choix de société. Puis, je voulais vous parler aussi peut-être un petit truc, là, des fois qu'on peut prendre pour optimiser nos finances. C'est quand on a peut-être une dépense un peu plus élevée, exemple comme les taxes municipales, ça peut quand même être assez élevé. Ben, présentement, il y a déjà des programmes pour les payer. Que c'est divisé là, en quelques périodes par année. Mais on peut, de notre côté, se dire, OK, à chaque fois que j'ai
mon revenu, en fin de compte. Je prends 1/12e de ce montant-là, exemple des taxes, puis je l'envoie dans un compte qui est, qu'on peut appeler épargne. Donc, si vous avez un compte, vous allez sûrement avoir un compte opération ou un compte courant. Donc, à ça se joint un compte épargne, puis on peut ouvrir à l'institution financière plusieurs comptes épargne selon les conditions. Donc, ça peut être une façon, en fin de compte, ça me rappelle ma grand-mère qui avait ses petites enveloppes là, pour payer tous ses trucs pendant le mois. Donc, c'est des enveloppes maintenant un peu plus modernes. Par après, l'électricité. Ici au Québec, on a des périodes qui fait très très chaud, puis des périodes qui fait très très froid. Donc, une façon un peu d'avoir un mois le plus égal possible, c'est d'avoir le programme de mode de versement égaux pour que l'électricité soit évaluée sur la consommation de l'année précédente. Puis après, c'est divisé par 12 mois égaux, ça le dit le programme. Donc, ça peut être intéressant donc, pour ne pas payer des gros montants l'hiver, puis des petits montants l'été. Quoique des fois, il fait tellement chaud présentement qu'avec les airs climatisés, là, ça peut revenir cher aussi. Puis, il y a aussi les ententes avec Hydro-Québec qui sont possibles. Des fois, quand on a un petit peu plus de difficultés là, à payer son compte d'électricité, juste vous dire que ça existe. Par après, toujours dans les dépenses qui sont fixes, les intouchables, je voulais vous parler du déménagement. Et oui, le déménagement, ça peut paraître anodin, mais l'hiver, quand il y a beaucoup de neige, ben, il y a un contrat de déneigement. Si vous n'avez pas le courage de pelleter vous-même, ça peut revenir quand même cher. Donc, à prendre en considération. Par la suite, les télécommunications, donc les fameuses télécommunications, les téléphones, Internet, télévision, tous les abonnements Netflix de ce monde. Il a été répertorié en fin de compte que les télécommunications, les comptes de télécommunications, les forfaits, c'était la source numéro 1 d'endettement. Donc, faire bien attention de magasiner ses forfaits en évaluant, oui, ses besoins, mais selon ses finances. Puis faire attention, des fois, il peut y avoir un nombre précis de mois ou extrêmement bien lire là, les contrats et se faire accompagner aux besoins si vous êtes moins familiarisé, moins habilité à tout comprendre là, les petits caractères là, de ces contrats-là. Puis maintenant, il y a plusieurs fournisseurs qui sont possibles. Donc, on peut faire des scénarios pour voir qu'est-ce qui serait mieux pour nous ou notre ménage. Par la suite, les assurances. Donc, évidemment, il y a toutes les assurances pour la vie, des assurances privées, tout ça, mais je voulais mettre un peu d'emphase sur l'assurance habitation, qui est une assurance qui n'est pas obligatoire, mais franchement, elle devrait l'être, là. Il y a même des propriétaires de bâtisses, de logements qui l'exigent. Puisque oui, c'est vrai, il y a une certaine assurance du propriétaire, mais il faut quand même que vous ayez une assurance là, pour votre unité de logement. Pour vos biens, oui, mais encore plus important pour la protection en responsabilité civile, s'il arrive un accident, une personne blessée, un peu n'importe quoi, là, pour éviter là, de s'endetter de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Ça coûte quasiment rien. Pour un logement, ça peut être entre 20, 30, 40 dollars par mois. C'est vraiment un petit montant pour tout le tracas que ça peut utiliser. Puis aussi, je voulais parler des fameuses garanties prolongées. Donc, si vous achetez des biens, ça peut être des biens électroniques, des petits appareils ménager n'importe quoi. Des fois, on nous offre une garantie qui est prolongée, donc bien étudier là, ce que ça comporte, cette garantie-là, voir si c'est vraiment nécessaire, puis pas avoir peur de poser des questions, puis peut-être même attendre un peu avant de donner notre réponse. Des fois, il y a des commis, des vendeurs qui sont un petit peu insistants, mais vous avez le droit là, de lire ça en tant que consommateur.
Donc, toujours dans les dépenses qui sont fixes, les intouchables, catégorie importante de dépenses, l'automobile. Donc, plus ce qui est l'immatriculation, donc les fameuses plaques, le permis de conduire et l'assurance. Donc, l'immatriculation, ça, c'est, on met les plaques en fin de compte d'un véhicule qui est utilisé, mais le permis de conduire, il faut le prendre si on veut conduire une autre voiture. Puis, donc, il y a l'APA, l'Association pour la protection des automobilistes, qui a fait un palmarès des prix citron pour les voitures qui valaient vraiment pas la peine d'être achetées, d'investir dessus. Puis aussi, un autre palmarès, cette fois-ci un peu plus honorable, sur les bons choix de voitures usagées. Donc, c'est dans le magazine Protégez-vous, protégez-vous.ca électronique, où vous avez aussi la version papier. Deuxième point super intéressant, super important, c'est le registre des droits personnels et réels mobiliers. Ça, c'est pour vérifier si vous achetez un bien, si ce bien-là, exemple une voiture, est encore affecté par une dette, ou est-ce que cette, euh, cette voiture-là ou ce bien-là n'est pas offert en garantie si, il n'est pas payé. Donc, ce serait malheureux là, de perdre des sous pour des mauvais achats. Puis, encore une fois, important de prévoir là, ces paiements comme l'immatriculation ou le permis de conduire, qu'on peut toujours séparer aussi en 12e pour payer une partie par mois. Parfait. Donc là, toujours dans les dépenses qui sont fixes, les intouchables, on a le fameux crédit. Donc, on en a parlé un petit peu tantôt. Quand je parle de crédit ici comme dette fixe, c'est les plans de remboursement. Bon, exemple, si vous avez un solde d'impayé sur une carte de crédit, puis que vous vous dites, OK, là, il faut que je rembourse mon solde, mon crédit, puis vous dites, je vais payer, exemple, 100 par mois, mais c'est important de le mettre dans les dépenses qui sont fixes, puis pas nécessairement de dire, bon, je le paierai si j'ai de l'argent à la fin du mois, parce que c'est sûr que du crédit, en fin de compte, un solde avec crédit, ben, le crédit, c'est des intérêts, puis les intérêts, ça peut facilement monter rapidement là, le montant du solde. Parce que oui, le crédit, c'est à rembourser. Ça, c'est sûr que c'est à rembourser. Idéalement, exemple, une carte de crédit, ça devrait être comme un mode de paiement. Donc, comme payer par chèque ou payer par carte de débit ou payer en argent comptant aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est supposé d'être un mode de paiement, puis pour que ça soit pratique, puis non cher comme façon de payer, ben, il faut faut avoir remboursé ce montant-là sur cette carte-là avant 21 jours. Donc, une carte de crédit, en fin de compte, c'est pas un mode de financement parce que le taux d'intérêt est beaucoup trop élevé. C'est pratique parce que c'est un morceau de plastique, puis ça se traîne bien, comme on dit, là. Mais si vous avez besoin de financement, il y a des formes de crédit qui sont beaucoup plus avantageuses pour le consommateur. Donc, encore une fois, voir avec son conseiller financier, là, qu'est-ce qui serait préférable pour vous. Donc, conseiller financier, je le dis et le redis, c'est lui qui est capable de bien vous conseiller sur ce que vous avez besoin pour le crédit, si vous avez besoin de crédit. Mais en même temps, toujours penser que le crédit, c'est pas un prolongement au revenu. Donc, est-ce que j'ai parlé de l'épargne? C'est pas tout de suite. OK. Les garderies, donc pour les gens qui auront peut-être des enfants qui viennent les rejoindre ou peu importe. Euh, c'est sûr que les frais de garderie, c'est très, très, très élevé. En tout cas, il y a toute une histoire autour des frais de garderie. Vous allez pouvoir vous faire aider là, par d'autres organismes pour mieux connaître ça. Mais moi, ce que je veux vous informer en fin de compte, c'est que vous pouvez avoir un retour de l'impôt à la fin de l'année, mais vous pouvez aussi l'avoir anticipé, donc d'avoir une petite partie à chaque mois. Moi, je pense que c'est une bonne façon de fonctionner pour pouvoir un peu refinancer là, vos frais de garde de mois en mois. Pension alimentaire, donc ça, c'est déduit du salaire brut. Puis,
Cotisation ordre professionnel, ça aussi, ça peut être dispendieux, là, c'est à planifier. Donc, l'épargne. L'épargne, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est... Ah, j'aimerais ça vous avoir en vrai, là. Je me sens toute seule derrière mon écran. J'aurais plein de questions à vous poser pour voir qu'est-ce que vous en pensez. Mais quand on a des dettes en fin de compte, donc on a des soldes de carte de crédit ou on a pris un prêt personnel ou peu importe, c'est sûr que c'est plus avantageux de payer ça en premier. Mais on entend tellement souvent dire, ah, il faut se mettre de l'argent de côté. Donc, moi, je propose toujours de payer ses dettes. De toute façon, les dettes, c'est ça qui coûte le plus cher parce qu'il y a de l'intérêt dessus. Puis après, une fois que vous avez payé vos dettes, mais là, cet argent-là, vous pourrez la prendre pour peut-être investir là, dans l'épargne. Mais encore une fois, c'est vraiment le conseiller financier qui va être votre meilleur ami par rapport à ces démarches-là. OK, donc on est rendu présentement avec les dépenses qui sont variables. Les dépenses qui sont variables, je les appelle les compressibles, puisque peut-être à la fin du mois, c'est des dépenses qu'on peut moduler dépendamment comment il nous reste dessous. Vous allez voir dans cette catégorie-là, il y a surtout, ben pas surtout, il y a des besoins. Donc, il y a les besoins, on sait que c'est limité, hein, on n'a pas beaucoup des besoins dans la vie, mais il y a aussi les désirs. Puis les désirs, ça, c'est illimité, là. C'est peut-être des fois là où il faut un petit peu se contrôler. Puis des fois, c'est peut-être un petit peu là aussi que le crédit intervient. Donc, c'est juste d'en être conscient, là, peut-être qu'on fait notre portrait. Mais un portrait, c'est vraiment révélateur. Ça nous permet de nous identifier nos comportements en tant que consommateurs, puis aussi, c'est une tendance en fin de compte. Là, moi, quand je fais un portrait financier avec quelqu'un, j'arrive jamais à la fin avec un déficit de 32,57. Là, c'est vraiment plus un ordre de grandeur. Donc, la nourriture, évidemment, ça, c'est variable. Je voulais parler du fameux marketing alimentaire. Est-ce que, on parlait au tout début, là, le budget un peu, c'est voir c'est quoi notre consommation, nos valeurs, à quel point on peut être affecté par certains phénomènes de la consommation. Donc, marketing alimentaire, quand on arrive à l'épicerie, puis à 5 heures, puis un petit pain qui cuit, est-ce que c'est quelque chose qui nous affecte? Puis surtout aussi le marketing alimentaire, mais surtout au niveau du gaspillage. On sait que la nourriture, elle coûte super cher présentement. Donc, est-ce que je suis capable de faire de la cuisine? Est-ce que je suis capable de, je sais pas moi, de maximiser, de congeler, donc tout ce qui a rapport à l'alimentation? Les vêtements, donc il existe des friperies, puis les vêtements usagés n'ont jamais été aussi à la mode présentement, donc il n'y a pas de honte à ça. Puis vraiment penser à l'hiver. L'hiver, il fait froid, donc c'est les bottes, c'est les habits de neige, c'est avec les enfants qui grandissent, c'est à changer à chaque année, donc c'est vraiment un poste budgétaire important, là, les vêtements pour l'hiver. Ici, bon, j'ai marqué dans les compressibles le dentiste optométriste. Le dentiste, ici, on peut avoir dans les cégeps, comme le cégep Garneau, certains soins comme le nettoyage à moindre coût. Puis dans les universités, comme l'Université Laval, on peut avoir des plus grosses réparations. Donc, ça, il faut appeler dans les départements, voir si on est admissible à ça. Puis sinon, au niveau des lunettes, il y a le marchand de lunettes ici que vous avez la référence qui est très, très utile, qui coûte vraiment moins cher. Puis pour toutes les petites lunettes qui sont brisées dans les divans qu'on pile dessus, là. Donc, il y a SOS Lunettes aussi qui peut être pratique. Les dépenses variables et compressibles toujours. Bon, mais les transports, donc, est-ce qu'il y a rapport à l'essence, stationnement? Si vous prenez l'autobus, c'est le RTC qui est l'organisation, en fin de compte, là, pour le transport en commun. Donc, c'est en cherchant RTC que vous allez pouvoir trouver les tarifs. Puis, bon, tout ce qui est des loisirs, c'est sûr que ces temps-ci, on a peut-être moins la possibilité de sortir, mais ça peut être une bonne occasion, en fin de compte, de regarder ce qu'on a à la maison déjà ou des livres qu'on a déjà ou quand je parle de viser ce qui est gratuit, en fin de compte, c'est pas pour être gratteux, on peut dire, là. Je sais pas si vous connaissez l'exception, pas l'exception, l'expression, mais
c'est plus optimiser son argent en fin de compte, là. Moi, je me suis rendu compte avec la COVID que j'avais des papiers pour faire de l'origami, là, les petits pliages, là. Bon, mais il y a une époque, j'étais partie sur ça, j'en ai plus jamais refait, mais je pense que je serais capable de faire de l'origami jusqu'à la fin de ma vie, là. Donc, j'ai recommencé à en faire. Puis, c'est des activités en fin de compte que j'ai pas à débourser. Aussi les cadeaux. Pour diverses fêtes et célébrations. On peut toujours faire le 1/12e aussi si vous êtes des donneurs de cadeaux. On sait que ça peut coûter quand même cher, peu importe la période de l'année. Par après, toujours dans les dépenses variables et compressibles, bon, les frais de scolarité. Par après, il y a les frais bancaires. Donc, encore une fois, s'informer avec les institutions financières, puis les services qui sont offerts, puis aussi voir comment transférer de l'argent à l'étranger. C'est par là que vous allez avoir plus d'informations. Euh, Ça fait quelques fois que j'indique en bas de la diapo une référence très, très, très importante. Si j'avais pu, j'aurais pris le livre puis je l'aurais mis au complet dans ma présentation. C'est vraiment très, très détaillé. C'est super intéressant. Puis, c'est sur les finances personnelles, programmes nouveaux arrivants. C'est un PDF de quand même plusieurs pages avec évidemment une table des matières. Vous pouvez vous retrouver. Donc, il y a beaucoup de sujets que j'effleure à peine, malheureusement, mais que vous pouvez retrouver plus en détail dans cette publication. Donc, les fameuses dépenses variables et compressibles, vous avez vu que ce n'est pas nécessairement des chiffres qui sont fixes, comme exemple les coûts pour l'habitation. Ce qui pourrait être intéressant, c'est des fois faire un petit suivi. Donc, juste prendre une catégorie par-ci, par-là, puis peut-être avec les factures ou avec les relevés alimentaires, juste pour valider un peu si votre portrait il est réaliste. Mais vraiment y aller une catégorie à la fois, pas tout faire en même temps, parce que ça peut devenir très douloureux. Donc, là, on a regardé les dettes, on a regardé les revenus, on a regardé les dépenses plus en détail. Ici, on est rendu au calcul. Donc, le fameux calcul. Notre portrait, présentement, je pense qu'il est quand même assez complet et détaillé. C'est sûr que si vous faites le vôtre, accompagné ou avec la grille, vous allez voir là, que ça regroupe pas mal toutes vos dépenses, puis il y a toujours moyen d'en rajouter d'autres. Donc, on fait le revenu net, donc ce qu'on a dans nos poches, on enlève de ça les deux sortes de dépenses. Puis, en fin de compte, on regarde s'il y a un déficit, un surplus ou c'est à peu près égal. Ce que ça fait en fin de compte, comme je vous disais tout à l'heure, là, c'est un ordre de grandeur, c'est notre tendance de comportement de consommateur. Puis, tu sais, dépendamment de ce qu'on a inclus ou pas inclus dans notre portrait financier, mais ça peut nous dire, OK, est-ce que j'ai une capacité de rembourser davantage? Rembourser davantage, en fin de compte, c'est payer moins d'intérêts. Puisque si vous avez un solde, puis plus vous mettez un gros morceau de gros montant d'argent pour le rembourser, mais moins vous allez avoir d'intérêt. Donc, encore une fois, c'est pour optimiser notre revenu. Puis, si vous avez un surplus, puis vous, votre objectif, c'était de voir si vous avez, exemple, la capacité ou vous êtes capable de vous acheter, je ne sais pas, une voiture, retourner à l'école, n'importe quoi. Mais c'est aussi avec ce calcul-là là, qu'on peut avoir, on peut faire place à des pistes de réflexion ou des pistes de solutions, dépendamment s'il y a de l'endettement, là. Puis, par après, ben, comme je vous disais au début, c'est on peut c'est dur de faire pas du cas par cas, là, mais exemple, si vous avez un portrait financier, puis là, vous dites, oh, OK, bon, là, peut-être que, pas présentement parce qu'on ne sort pas, mais je mets peut-être trop d'argent dans les restaurants. Puis peut-être que c'est ça qui fait qu'à la fin du mois, ben, que je suis un peu dans le déficit. Fait que là, c'est sûr que selon vos objectifs, vos obligations, vos choix, ben là, vous pouvez réarranger vos dépenses financières, pas vos dépenses, vos catégories en fin de compte de dépenses. Donc, on tombe dans le crédit, je voulais en parler un petit peu plus, vu que c'est quand même assez important. Partie crédit ou quand une image vaut 1000 mots, donc un petit jeu de mots avec le chat avec son sourire. Ici, justement, j'ai l'exemple un peu que je voulais vous parler tantôt.
si vous avez la possibilité de revoir cette présentation, ben ça peut être intéressant de bien comprendre là, ce petit exercice. Donc, je voulais imager le crédit, le coût de l'intérêt. Donc, exemple, vous avez une forme de crédit quelconque, là, 19 d'intérêt par année. Puis, votre compte est à zéro. Votre solde est à zéro. Exemple de carte de crédit, c'est moins compliqué. Puis là, vous décidez d'acheter une télévision à 1000 $. Donc là, vous avez vu, vous êtes allé magasiner, puis avec votre masque, puis toutes vos... Peut-être que plus tard, ça sera plus ça, on l'espère. Vous voyez une télévision en rabais, puis ça vous tente de l'acheter, vous en avez besoin. Donc, vous mettez 1000 $ sur votre carte de crédit, qui est le prix de votre télévision. Là, le mois commence. Si vous payez 100% de votre solde, de votre 1000 $ sur votre carte de crédit, en 21 jours, je vais vous en parler un peu plus tard. Donc là, vous allez avoir aucun frais de crédit. Votre télévision va vous avoir coûté 1000 $ parce que vous allez l'avoir remboursé au complet. Puis ça, c'est vraiment ce qu'on appelle un mode de paiement. Donc, vous n'avez pas pris votre carte de crédit parce que vous n'aviez pas d'argent puis que vous saviez que ça n'allait pas être remboursé 21 jours, mais en même temps, c'était pas cher. Fait que là, puis vous n'êtes pas dit, ben, je vais le payer plus tard. Donc, parce que peut-être que plus tard, avec l'intérêt, ben, votre télévision, peut-être qu'elle va être moins intéressante côté coût que quand vous l'avez acheté. Donc, ça, c'est mon 100%. Ça, on le comprend, il est éclairé, on l'a payé au complet, tout est parfait. Là, si vous dites, non, en fin de compte, moi, je ne payerai pas 100%, j'ai juste les moyens de payer 10% de ce 1000 $ là. Donc, vous donnez 10% du solde. Vous donnez en fin de compte 100 $ si je suis encore bonne en mathématiques. Puis, en donnant 100 $, ben, ça va vous prendre 37 mois à payer. Puis, vous allez avoir des frais de crédit de 179 $. Donc, vous donnez, à place de leur donner 1000 $ d'un coup, ben, vous donnez juste 100 $ par mois. Juste 10% par mois. Donc, le frais de crédit, le 19%, mais il va venir toujours s'accumuler sur ce qui reste. Donc, ça va vous coûter, on appelle ça un peu de l'intérêt cumulatif. Donc, ça va vous coûter toujours plus cher. Puis c'est un peu compliqué à calculer, là, mais vous allez comprendre avec mon 5%. Donc, si par après, vous payez juste 5% du montant par mois, bien là, ça va vous coûter en frais de crédit 413 $. Puis, donc, ça va faire 413 plus votre 1000 $ du début. Puis, ça prend 71 mois que vous allez avoir payé au complet là, le 1413. Je sais que c'est pas facile, c'est vraiment le crédit, surtout qu'il y a le pourcentage du paiement minimum, il y a le taux d'intérêt. Donc, gênez-vous pas là, de vous le faire expliquer, d'aller voir des exemples là, sur le web ou nous appeler, là, ça va nous faire plaisir. Là, ma question, c'est si moi je décide que je donne juste 2% par mois. Donc, le 2%, en fin de compte, là, c'est une limite qui a été instaurée. Puis, le 2% maintenant il est rendu un peu plus élevé. Donc, le nombre de pourcentages augmente en quelques mois là, avec une loi qui a été faite de l'Office de protection du consommateur. Puis, moi, quand j'étais plus jeune, vraiment plus jeune, ben, c'était dans le coin de 1 point quelque chose. Donc, ce que ça faisait en fin de compte, là, c'est que la personne, elle donnait tellement un petit montant par mois, mais c'était légal, c'était le minimum. Donc, le consommateur donnait tout un petit montant par mois, ce qui faisait qu'en fin de compte, le solde, le capital qu'on appelle, était presque jamais beaucoup payé. Puis avec tout l'intérêt qu'il y avait par-dessus, donc la personne, en fin de compte, elle payait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêt. On le voit ici, là, le frais de crédit, 2400 $. Ça prend pour le coût total 3400. Puis, ce que je voulais vous dire en fin de compte, c'est que si on paye juste là, le montant minimum, même si présentement il est monté un petit peu, là, ça peut prendre jusqu'à 265 mois pour payer notre achat au complet.
Donc là, je recommence mon histoire. Je suis au magasin. Je vois une belle télévision. Elle est à 1000 $, elle est en rabais, elle est en liquidation. Je l'achète. Puis, hop là, chaque mois, je suis capable de mettre juste le montant minimum. Donc, en fin de compte, ma télévision à 1000 $, à cause que j'ai pas été capable de me servir de ma carte de crédit comme un mode de paiement, mais ça a été plus un mode de financement. Mais ma télévision qui était en spécial, comme on dit, à 1000 $, elle m'a coûté 3400 $. Donc, c'est pour ça que c'est très, très, très important qu'on utilise le crédit, de le rembourser le plus rapidement possible pour pas avoir de frais d'intérêt. Les frais d'intérêt, en fin de compte, c'est comme un peu le salaire des institutions financières. L'institution financière va dire, OK, parfait, je te prête des sous, mais si tu ne me le redonnes pas rapidement, ben, je te charge un montant parce que je t'ai prêté des sous. Donc, c'est ça l'histoire. Quelques mots sur le crédit. Donc, j'en mords pas, hein, je reste encore avec le crédit. Évidemment, le crédit, ça peut être pratique, ça peut être une forme de paiement qui est petite, qui est facile à transporter et tout. Ça peut nous permettre de faire des achats à distance, achats Internet. Donc, ce que je parlais tout à l'heure, c'est que pour ne pas avoir de frais, en fin de compte, euh, l'institution financière nous donne 21 jours de grâce. Donc, l'institution financière nous dit, bon, OK, là, tu as acheté ta télévision à 1000 $, je te donne 21 jours pour me rembourser. Mais après 21 jours, c'est là que l'intérêt intervient, les frais de crédit. Puis, comparativement à l'achat qu'on a 21 jours de grâce, si on fait des avances de fonds, donc si on va à un guichet automatique puis qu'on retire de l'argent, aussitôt qu'on retire de l'argent de notre crédit, en fin de compte, on paye de l'intérêt. Donc, ça refait des prêts qui sont quand même assez coûteux. Intéressant de choisir une carte avec un taux d'intérêt qui est bas, évidemment, on comprend pourquoi. Hein. Si on achète la télévision à 1000 $, si on a 19% d'intérêt dessus, mais ça va être beaucoup plus que si on avait 10% d'intérêt. Par exemple, ce qui arrive, c'est que si malheureusement on devient endetté, donc on devient insolvable, on devient moins intéressant à prêter pour une institution financière, mais là, peut-être qu'on va réussir à avoir, exemple, une carte de crédit, mais c'est du crédit qu'on appelle de deuxième et de troisième chance. Donc, ça va être des cartes de crédit qui vont être beaucoup plus élevées comme taux d'intérêt. Ça peut aller jusqu'à 30 et ça monte. Puis, parce que comme je disais tantôt, en fin de compte, l'intérêt, c'est le salaire de la personne qui nous prête. Fait que moins on est appétissant, je dirais, comme personne qui emprunte du crédit, mais plus le taux de crédit va être élevé. Ce que je disais tout à l'heure, le fameux 2% qui est rendu 2,5, qui augmente, si c'est possible, ben, faudrait absolument payer plus que le minimum là, pour avoir le moins de frais de crédit, puis que, en fin de compte, notre objet ou notre bien qu'on a acheté, ben, il coûte le plus proche possible de ce qu'on a payé. Là. Rappelez-vous le petit tableau. Puis, si pour vous, ben, si pour la personne, c'est plus difficile d'avoir une carte de crédit, hein, tu sais, des fois, ça nous brûle les doigts, puis on a peut-être moins de facilité à être, comment je dirais, on est plus impulsif. On se connaît à la longue, donc on pourrait essayer de payer comptant ou sinon de payer avec la carte de débit, parce que la carte de débit, comparativement à la carte de crédit, la carte de débit, c'est de l'argent qu'on a dans notre compte. Donc, si ça coûte 100 $, puis on n'a plus de 100 $ dans notre compte, mais on ne pourra pas acheter notre bien, sauf si on a une marge de crédit. Puis ça, moi, je trouve que c'est un peu dangereux comme forme de crédit, la marge de crédit. Puis c'est par le conseiller financier là, que vous allez pouvoir voir si c'est une forme de crédit qui vous avantagerait.
Mais ce qui arrive avec la marge de crédit, en fin de compte, c'est que si vous avez 50 $ dans votre compte puis que vous achetez quelque chose à 100 $, mais c'est comme si c'était une rallonge de votre compte courant, de votre compte opération. Puis des fois, ben, à moins de vraiment être super assidu puis d'aller vérifier ce qui se passe dans nos finances, ben, des fois, ça passe un peu dans la marge de crédit sans qu'on s'en rende compte. Mais ça, c'est vraiment les conseillers financiers qui vont pouvoir vous, euh, vous aider avec ça, là, c'est eux les pros. Contrôler la limite de crédit aussi, parce que la limite de crédit, si vous avez une limite de crédit de 2 000 $ puis que vous avez un solde de 1 000 $, donc 1 000 $ sur 2 000 $, mais vous êtes quand même un peu jugé comme étant endettable de 2 000 $. Donc, au niveau là, de l'endettement, ça peut être pas nécessairement bien, mais ça, c'est j'aurais voulu vous parler plein de choses du dossier de crédit, de la cote de crédit. Allez vraiment vous informer là, avec la référence que je vous ai donnée. Tout est inscrit dedans, puis faites des recherches. Aussi, je voulais parler de la carte de crédit prépayée. Ça, elle, je l'aime pas mal parce qu'on a vu qu'il y avait des avantages à avoir une carte de crédit, mais il y a aussi des désavantages. On va le voir plus loin. Donc, la carte de crédit prépayée, c'est que vous avez votre carte de crédit, puis c'est vous qui décidez, OK, moi j'ai 500 $ de lousse, comme on dit. Je vais l'investir sur ma carte de crédit, puis quand je n'aurai plus, ben, je reprends la décision si j'en mets d'autres ou si pour l'instant, je ne suis pas capable d'en mettre plus. Donc, c'est payer à l'avance notre crédit sans intérêt. Ça peut être une bonne formule. Ici, je vous ai marqué, c'était juste des pistes de solutions, là. Des fois, on peut se dire, bon, mais est-ce que je suis endetté ou il me semble que tout le monde est endetté autour de moi. Je vais vous les lire rapidement. Si vous avez la chance de revenir sur la diapo, je vous le propose. Donc, si vous avez des soldes de cartes de crédit qui sont non payés, donc comme on disait tout à l'heure, avec des petits pourcentages payés sur le montant qu'on a payé, bien, il reste toujours des plus gros montants. Donc, avec l'intérêt, ça fait toujours un peu plus gros. Bon, paiement minimum, si vous payez toujours le minimum, oui, tu sais, vous êtes correct, mais en même temps, ça va vous prendre beaucoup de temps à payer votre bien ou vos biens parce que ça s'accumule sur une carte de crédit. Puis, c'est ça. Donc, en fin de compte, ça va vous coûter beaucoup plus cher d'intérêt à la fin. Bon, la marge de crédit, j'en ai parlé un petit peu. Les factures, est-ce que vous êtes capable de les payer à temps ou des fois ça déborde un petit peu de la date d'échéance? Par après, est-ce que vous sortez de l'argent de vos cartes de crédit, là, qu'on appelle les avances de fonds, pour payer une autre carte de crédit? Donc, ça, c'est encore un autre degré. Est-ce que vous avez des appels, des agences de recouvrement, puis des créanciers, puis tu sais, ça peut être tannant, ça, toujours avoir le stress de gérer ça. Les chèques sans provision, bon, les chèques, il y en a un petit peu moins, là. Puis, est-ce que vous avez, comme on appelle, topé les limites de carte de crédit? Êtes-vous toujours au maximum? Puis, ça, c'est peut-être pas l'idéal. Donc, ça placote beaucoup, hein, mon affaire. Je suis encore dans mon temps. C'est super intéressant. J'aurais même vous parler de plein d'autres éléments. On arrive ici. Conclusion. Le projet. C'est sûr que chaque personne dans sa tête et dans son cœur, on a un projet de vie. J'espère qu'avec ce que je vous ai placoté un petit peu, euh, vous êtes capable de voir si votre projet de vie est réaliste ou non, hein. C'est des éléments nouveaux. Mais en même temps, ce que je voulais vous dire, c'est que vous n'êtes pas tout seul, qu'il y a plein d'organismes qui sont là pour vous accompagner. Plein d'associations. Il y a le service 211. Le service 211, c'est vous le faites par téléphone. C'est comme le 911. Ça, c'est le feu. Puis moi, je dis tout le temps que le 211, c'est quand le feu est pris dans vos finances ou que vous avez besoin d'aide par rapport à d'autres organismes communautaires, plein d'autres des vêtements, nourriture, n'importe quoi. Puis vous pouvez aussi aller sur Internet, faire le version 211 web. Puis, dans chaque région, il y a plein d'organismes, souvent une SF qui est là pour vous aider. Donc, j'espère que ça vous a donné des petites pistes de réflexion, de solutions,
C'est sûr qu'il y avait extrêmement beaucoup pas de matière, ça fait école un peu, là, mais il y avait beaucoup d'éléments dans ce que je vous ai dit. Mais je vous laisse mes coordonnées. Donc, moi, je suis de la SEF de Québec. Je suis Lydima, consultante budgétaire. Vous allez sûrement pouvoir revenir à cette diapo. Puis, bon, là, présentement, malheureusement, on ne peut pas se voir en personne, mais par téléphone ou par vidéoconférence, là, ça fait quand même du bon travail. Ça me ferait plaisir de vous rencontrer. Puis, comme je vous disais tout à l'heure, là, vraiment, cette présentation, ça avait pour but d'introduire plein de sujets importants. Puis, je vous suggère fortement là, de revenir peut-être à la référence que je vous ai donnée quelques fois pendant la présentation, là, le document qui s'appelle L'essentiel des finances personnelles, programme pour nouveaux arrivants au Québec. Vous avez ici là, le PDF. Puis, c'est quand même, ben, c'est plus que, je vous dirais, j'ai pris des petits bouts de ce document-là, mais vraiment, là, c'est très complet, puis c'est très bien fait. Donc, je vous laisse ici mes coordonnées. Puis, si vous avez des questions aussi, ça va nous faire plaisir de vous parler. On est 2 consultantes à la SEF de Québec. Il y en a une à Portneuf aussi, mais juste à appeler, puis on pourra vous diriger avec plaisir. Donc, c'était ça. J'ai respecté ma promesse à quelques minutes près. Donc, ben, au plaisir de pouvoir vous parler. Puis, c'est vraiment les finances, ça peut paraître ardu, ça peut paraître plate. Faire un portrait financier, le plus difficile à faire, c'est le premier. Par après, c'est de l'ajustement. Puis, nous, on est là, pour vous accompagner, justement, pour vous faciliter la tâche. Donc, ça m'a fait plaisir. Passez une belle journée.